Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après avoir vu dans les deux vidéos précédentes la structure du tissu musculaire strié squelettique et celle du tissu musculaire cardiaque, nous allons voir dans la troisième vidéo la structure du tissu musculaire lisse. Le tissu musculaire lisse est très répandu dans l'organisme, où il constitue la portion contractile de la paroi de la plupart des organes creux et des parois vasculaires. Grâce à son activité contractile, il intervient dans la régulation des grandes fonctions vitales, comme la digestion, la respiration, la circulation sanguine et la reproduction. La cellule musculaire lisse, ou le léomyocyte, s'oppose au rhabdomyocyte par l'absence des striations transversales au microscopie optique, car les fibres contractiles n'ont pas d'organisation régulière. La possibilité de trouver des cellules musculaires lisses isolées, une faible proportion de cellules innervées et une contraction involontaire et lente. Le léomyocyte est une cellule fusiforme de taille variable, de 20 à 200 micromètres de long sur 5 à 10 micromètres de diamètre. Il est pourvu d'un seul noyau central ovoïde avec un cytoplasme appareil clair sans striation qui renferme un cytosquelette développé et organisé. Les muscles lisses sont appelés muscles blancs, où ils sont incolores à l'état frais car leur sarcoplasme est pauvre en myoglobine. La majeure partie du sarcoplasme est centrale, périnucléaire, qui renferme un appareil de Golgi, quelques lysosomes, quelques enclaves lipidiques, du glycogène, un réticulum endoplasmique granuleux peu développé, des mitochondries assez nombreuses et courtes, et un réticulum endoplasmique lisse, moins organisé que dans le muscle strié, mais il assure la même fonction, c'est-à-dire l'accumulation du calcium, puis sa libération lors du déclenchement de la contraction. Les citernes de réticulum endoplasmique lisse sont principalement longitudinales et périphériques et elles renferment une protéine appelée la calcéquistrine qui assure la fixation du calcium. Le myoplasme, il occupe la périphérie de la cellule. Il est constitué de filaments d'actine et de myosine, mais il ne présente pas d'arrangement régulier comme dans le muscle strié. Donc les filaments d'actine de 6 à 7 nanomètres de diamètre sont 15 fois plus abondants que les filaments de myosine. Ils sont dépourvus de la troponine qui est remplacée par deux protéines, la caldesmone et la calponine. Alors les filaments de myosine sont de 15 à 30 nanomètres de diamètre. Sur une coupe transversale, au microscopie électronique, il est parfois possible d'observer une organisation en rosace, faite d'une douzaine de filaments d'actine entourant un filament de myosine. Alors le cytosquelette, il est constitué de filaments intermédiaires et de corps dense. Les filaments intermédiaires forment un réseau développé dans le cytoplasme et ils sont constitués de deux protéines, soit la squelétine et la dysmine dans les viscères, ou la squelétine et la vimentine dans les vaisseaux. Les corps denses sont des zones d'ancrage des filaments d'actine et de myosine, situés contre la face interne de la membrane plasmique. Ils sont disséminés dans le cytoplasme aux zones de croisement des filaments intermédiaires. Leur composition est complexe, comprenant trois protéines qui sont la filamine, la vinculine et la alpha-actinine. Le sarcolame comporte une membrane plasmique doublée extérieurement par une membrane basale. Sur sa face externe s'insèrent les fibres conjonctives de l'endomésium. Alors, au niveau de la membrane plasmique, on peut distinguer nombreuses zones spécialisées, mais pas de tubultés, où on a des zones d'adhérence, des zones de communication et des zones d'échange. Les zones d'adhérence ou les plaques d'adhérence sont liées aux corps denses plaqués contre la face interne de la membrane plasmique. À ce niveau, la membrane est reliée à la matrice par des protéines de pontage qui sont la laminine et la fibronectine et au corps dense du cytosquelette par la vinculine et la taline.
Les ondes d'échange, ce sont des invaginations de la membrane plasmique qui se présentent en microscopie électronique sous deux aspects, les caveolas intracellulaires et les puits. Les caveolas intracellulaires ou les vésicules plasma-animales sont groupés entre les corps denses. Alors les puits sont caractérisés par un glycolème très abondant. Au niveau des ondes d'échange, on trouve une protéine de transport intracellulaire appelée la cavéoline. Des canaux de potassium dont leur ouverture entraîne une relaxation de la cellule, tandis que leur fermeture facilite la contraction. On a des canaux calciques et nombreux récepteurs membranaires, à savoir des récepteurs hormonaux comme l'ocytocine, la vasopressine, l'histamine et les prostaglandines, et on a des récepteurs adrénergiques et cholinergiques. Les ondes de communication sont caractérisées par leur richesse en nexus, où, par endroits, la membrane basale s'interrompt et les membranes plasmiques de deux cellules voisines s'accolent. À ce niveau, des nexus assurent un couplage électrochimique des cellules et permettent la transmission de la contraction entre les deux cellules voisines. Le mécanisme de contraction du muscle lisse diffère de celui du muscle strié, où les filaments contractiles, actine et myosine, s'enchevêtrent pour former un grillage disposé au pourtour de la cellule et s'insèrent ainsi sur les plaques denses situées au pourtour de la membrane plasmique. Donc, la contraction entraîne une déformation et un raccourcissement de la cellule, où elle passe d'une forme allongée au repos à une forme globuleuse après contraction. Les cellules musculaires lisses peuvent être isolées ou rassemblées en faisceaux. Les cellules isolées sont situées au sein du tissu conjonctif, soit dans les capsules de certains organes, comme la rate, ou dans le stroma conjonctif dans certains organes, surtout la prostate, dans le tissu conjonctif sous-cutané des bourses scrotales qui enveloppent les testicules, et on trouve ainsi des cellules musculaires isolées dans le tissu conjonctif des villosités d'absorption intestinale. Alors, dans les faisceaux des muscles lisses, les leiomyocytes sont disposés en banque de poisson, c'est-à-dire les extrémités des cellules sont au niveau de l'équateur des cellules voisines. Au sein du faisceau, les cellules sont entourées d'un endomysium fait d'un tissu conjonctif lâche avasculaire. Alors, les faisceaux s'associent entre eux par un périmysium, constitué d'un tissu conjonctif plus épais, plus dense et vascularisé. Parfois, les faisceaux forment des petits muscles individualisés, comme le muscle arrecteur du poil. Mais souvent, les faisceaux forment des tuniques musculaires rencontrées dans la paroi des voies digestives, respiratoires, urinaires et génitales, et ainsi dans les vaisseaux. Donc la vascularisation est peu riche, où les capillaires sont situés dans le périmysium, mais ne pénètrent pas à l'intérieur du faisceau au sein de l'endomysium. L'innervation est assurée par le système nerveux autonome. Parfois, toutes les cellules sont innervées. Dans ce cas-là, on parle de muscles lisses multi-unitaires, et c'est l'exemple des muscles de l'iris. Mais le plus souvent, les muscles lisses sont unitaires, où seules quelques cellules sont innervées, et la propagation de la contraction se fait par l'intermédiaire du nexus. Dans l'organisme, on a plusieurs cellules musculaires lisses particulières. Dans notre cours, on va citer 4 exemples. On a les cellules rameuses, les cellules myoépithéliales, les myofibroblastes et les péricytes. Les cellules rameuses, ce sont des cellules localisées dans la paroi des grosses artères. Donc ce sont des cellules polygonales et aplaties avec des extrémités ramifiées. Ces extrémités ramifiées entrent en contact avec celles des cellules voisines. En plus de leur activité contractive, les cellules rameuses ont une activité de synthèse, où elles participent à l'élaboration de la matrice conjonctive. Deuxièmement, les cellules myoépithéliales, ce sont des cellules étoilées, aplaties, situées entre la membrane basale et les cellules sécrétrices de certaines glandes exocrines. Leur contraction facilite l'évacuation des sécrétions glandulaires. Troisième type, ce sont les myofibroblastes.
Et comme son nom indique, ce sont des cellules qui ont des caractéristiques intermédiaires entre les leiomyocytes et les fibroblastes. Les péricytes, ce sont des cellules aplaties et de forme étoilée qui s'entourent par leur prolongement certains capillaires sanguins, ce qui les permet de contrôler le flux sanguin. Les facteurs de contraction sont nombreux, variés, avec des effets différents suivant le muscle lisse considéré. L'innervation est assurée par le système nerveux autonome. C'est une innervation orthosympathique adrénergique et parasympathique cholinergique. L'innervation sympathique contracte les vaisseaux, mais inhibe la contraction des fibres musculaires de parois bronchiques et intestinales. Alors le système parasympathique a un effet inverse, c'est-à-dire il inhibe la contraction des vaisseaux et stimule la contraction de parois bronchiques et intestinales. Les facteurs physiques sont le froid et l'étirement. Ces deux facteurs provoquent la contraction des leiomyocytes. Les facteurs hormonaux sont multiples. On cite 4 exemples: l'adrénaline, l'ocytocine, les œstrogènes et la progestérone. Donc l'adrénaline sécrétée par la médulo-sérénale provoque la contraction des myocytes lisses des vaisseaux et celle de la capsule de la rate. Alors l'ocytocine sécrétée par l'hypophyse provoque la contraction des cellules myoépithéliales des glandes mammaires durant l'allaitement et la contraction du muscle lisse utérin au moment de l'accouchement. Les œstrogènes facilitent la contraction du muscle lisse, tandis qu'un taux élevé de la progestérone durant la grossesse inhibe la contraction du muscle utérin. On a des médiateurs produits par les cellules endothéliales des vaisseaux sanguins, comme l'angiotensine, qui est un facteur vasoconstricteur, et l'oxyde nitrique endothélial, les prostaglandines et les kinines, ce sont des molécules vasodilatatrices. La plupart des leiomyocytes proviennent de la différenciation de cellules mésenchymateuses, alors que les cellules myoépithéliales sont d'origine ectoblastique, tandis que les cellules musculaires lisses du muscle dilatateur de l'iris sont d'origine neurectoblastique où elles prennent naissance à partir des crêtes neurales. Le tissu musculaire lisse ne renferme pas de cellules de remplacement, c'est-à-dire il n'y a pas de cellules satellites. On note aussi que la plupart des cellules musculaires lisses ne se multiplient pas, donc moins d'une cellule sur 10 000 est engagée dans un cycle cellulaire. Donc, les possibilités de régénération sont faibles, ou le tissu musculaire lésé est souvent remplacé par du tissu conjonctif fibreux. Mais une régénération et une croissance sont possibles à certains endroits de l'organisme, plus précisément dans les vaisseaux et l'utérus. Donc, dans la paroi des vaisseaux, la réparation est possible par transformation des cellules conjonctives en nouvelles cellules musculaires lisses. Dans l'utérus et pendant la grossesse, les possibilités de croissance du tissu musculaire lisse sont très considérables, soit par hyperplasie, c'est-à-dire par multiplication cellulaire par mitose, ou par hypertrophie définie par augmentation de la taille des cellules. Alors les amis, on est arrivé à la fin de notre vidéo. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine vidéo.